de nouveau, on se retrouve à pas étudier le corps féminin et je suis pas sûre qu'on aille dans la bonne direction. Travailler sur le corps féminin, c'est presque militant parce que tu te heurtes à plein de choses, à toute la méconnaissance, il faut être nuancé, il faut le dire d'une bonne manière. Et un soutien-gorge mal adapté, c'est des douleurs thoraciques, c'est un diaphragme qui peut être moins mobile, c'est une économie de course qui peut être impactée. Déjà, ce qu'il faut clarifier, c'est que les hommes aussi peuvent souffrir au niveau du périnée. Et pour le coup, c'est encore plus tabou. L'hyperpression, c'est pas le cancer du périnée non plus, en fait. T'as envie de faire des sit-ups? Est-ce que tu les fais bien? Ouais, bah fais des sit-ups. Mais ça dépend comment c'est fait. Est-ce que tu les fais avec tes fléchisseurs de hanches? Est-ce que tu les fais vraiment avec tes abdos? Est-ce que t'es capable d'engager ton transverse ou pas? Faut vraiment pas s'empêcher de faire du sport. Il y a toujours une manière de pratiquer qui est adaptée à la période que vous vivez. Si vous avez des règles douloureuses, l'activité physique, c'est déjà quelque chose qui peut aider sur la modulation du signal douloureux lorsqu'on a des règles douloureuses. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manon d'Auvergne qui est kinésithérapeute spécialisée dans la prise en charge de la femme. Donc forcément, aujourd'hui, on va parler de la femme, de plein de croyances qui gravitent autour de la prise en charge de la femme sportive ou même de la femme un peu plus sédentaire, des dysfonctions du plancher pelvien et même d'un syndrome assez particulier qu'il est très important de connaître. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Hey, salut Manon, et écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence, propose que tu te présentes tout simplement à ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas. Salut Augustin, merci déjà pour ton invitation, merci Entendons pour ce petit moment d'échange. Et comment me présenter? Je trouve que c'est pas un exercice facile. J'imagine que la casquette qui t'intéresse, c'est la professionnelle et sûrement celle qui traite des gens en kinésithérapie. Je pense que ce qui me décrirait le mieux, c'est que je suis une âme passionnée en général. Donc c'est vrai que je mets beaucoup de passion dans tout ce que je fais. J'ai la chance d'être vraiment passionnée par ce que je fais. Et du coup, je suis kinésithérapeute de formation. Kinésithérapeute du sport et en pelvipérinologie, c'est les deux spécialités dans lesquelles je me suis le plus investie. Et en ce moment, j'ai le plaisir d'être chercheuse aussi. Donc, je réalise une thèse de doctorat en sciences du sport sur le cycle menstruel et la performance neuromusculaire. Donc, voilà un peu ce qui me définit, je pense, sur la casquette professionnelle. Ok. Et ça se passe bien la thèse pour le moment? Pire question à poser à un doctorant. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais les deux pieds dans le plat, tu vois. Non, allez, vas-y. Non, mais franchement, c'est une période charnière pour moi, parce que du coup, on démarre les inclusions dans quelques mois. Donc, je ne sais pas trop quand le podcast va sortir. J'aurai sûrement déjà commencé, si tout va bien. C'est une expérience de dingue. Je pense qu'au-delà du diplôme, c'est vraiment un voyage. Il y a plein de docteurs qui m'ont déjà un peu décrit ça comme ça, mais c'est vrai que il se passe tellement de choses dans une thèse. Tu apprends sur les autres, tu apprends sur toi-même beaucoup. Tu apprends les rouages universitaires. Tu apprends la différence entre un plan parfait sur le papier et puis la vraie vie. Donc voilà, j'apprends beaucoup. Je suis à une étape un peu où je découvre la réalité et la difficulté de la vraie vie par rapport au plan sur papier, on va dire. C'est cool, c'est un beau challenge, hein, franchement. Un doctorat, c'est vraiment un truc que j'aurais peut-être aimé un jour faire, mais vu que j'ai été diplômé en haute école, ça rend apparemment les choses un petit peu plus compliquées au niveau de l'équivalence, parce qu'apparemment il faut faire des équivalences au niveau des cours, etc. En tout cas en Belgique. Donc voilà, pour la petite story time. Mais c'est vraiment un projet moi qui m'aurait vraiment plu. Je ne sais pas si j'y serais arrivé parce que c'est quelque chose de très compliqué, je pense, mais au moins je pense que j'aurais essayé si ça avait été plus simple pour moi. Écoute, tu as parlé un petit peu de tes qualifications. Effectivement, c'est autour de ça que va graviter le podcast d'aujourd'hui parce que je pense que c'est intéressant que tu viennes nous partager un peu ton expérience et ton expertise à ce niveau-là. Et donc, on va parler de la femme, ce qui est chouette. On va parler du périnée, on va parler de plein de choses. Et le premier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est au travers d'une phrase que j'ai vue, parce que tu es aussi sur les réseaux, je ne l'ai pas dit. Donc Manon d'Auvergne sur les réseaux, sur Instagram, on peut te retrouver là-dessus aussi. On a pu voir passer parfois des phrases un peu réductrices qui disaient « La femme, c'est un petit homme ». Alors, je sais que c'est une phrase qui t'a fait grincer des dents et pas que toi, et tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant, mais du coup, selon toi, qu'est-ce qui rend justement cette femme si particulière? Donc, on va peut-être rester aussi au niveau de la sphère des soins de santé, etc., mais aussi de façon globale.
et du coup qui rend cette analogie hyper réductrice quand on peut entendre en fait la femme c'est un petit homme juste un peu moins forte et basta, tu vois. Je le réduis très fort, mais on est bien d'accord que tu vas nous expliquer pourquoi c'est pas vrai. Ça marche. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse timeline, cette phrase. Et justement, moi, je commence plus à la partager un peu avec son contraire, qui a été popularisé par le docteur Stacey Sims, qui est néo-zélandaise, qui est une nutritionniste du sport. Je crois qu'elle est... Ouais, ça doit être une qualification universitaire là-bas. En tout cas, elle a fait une thèse sur les femmes, justement, et la différence de nutrition entre les hommes et les femmes. Et elle l'a vraiment popularisé ensuite au travers d'un livre grand public qui s'appelle Roar, donc rugir un peu, tu vois. Faut imaginer, comme la chanson de Katy Perry, je vais pas rugir au micro, on va s'épargner ça. Et du coup, elle dit vraiment, la femme n'est pas un petit homme. Et effectivement, à la fois, donc comme tu disais, la phrase d'accroche, la femme c'est un homme en miniature, on dit la même chose des enfants. À la fois, je trouve que c'est bien parce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont milité beaucoup pour qu'on puisse être considérés comme nos égaux féminins, enfin, en tout cas comme à part entière, à l'égal des hommes. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça au niveau de cet héritage-là, sur pourquoi on a commencé aussi à dire ça. Mais d'un point de vue physiologique et de santé, c'est pas strictement vrai. Et le fait d'avoir des différences anatomiques nous ont notamment écarté de la plupart des essais cliniques qui soient médicamenteux ou tout simplement dans les sciences du sport. Et on se heurte aujourd'hui à un énorme gender gap vis-à-vis de ça, parce que du coup, comme les femmes étaient, ouvrez les guillemets, compliquées à étudier à cause de nos hormones, en particulier le cycle menstruel, en particulier toute notre vie hormonale, que ce soit de la ménopause, la puberté, en passant par la grossesse, eh bien, on était drôlement compliqués à étudier, que c'était beaucoup plus simple de mettre que des hommes dans les études. Ouais. Donc, c'est un peu, on va dire scientifiquement, c'est un petit peu ça qu'on essaye de débunker en tant que chercheur sur la femme. Et pourquoi, effectivement, on diffère des hommes ? La première différence qu'on va avoir, c'est quand même les hormones, effectivement. Donc les femmes vont être sous l'influence majoritaire de 2 hormones sexuelles, qui sont les œstrogènes et la progestérone, et qui ont la particularité de varier tout au long de la vie des femmes. Parce que du coup, elles vont commencer à évoluer à partir de la puberté, notamment lors du cycle menstruel, où elles vont faire une valse hormonale avec des va-et-vient de l'une et l'autre. Mais aussi pendant la grossesse, où c'est la progestérone, l'hormone qui est progestative, qui va être en plus grande majorité. Et puis enfin, la ménopause, où en fait, on va avoir un arrêt de cette valse hormonale, un arrêt des cycles menstruels, qui vont du coup plonger la femme dans un autre état hormonal qu'elle n'a pas connu auparavant. Donc effectivement, c'est vraiment ça qui va ensuite influencer toutes les différences même anatomiques. Parce que du coup, on a des différences hormonales et après, on a des différences constitutives qui vont être les organes génitaux externes, qui est je pense que celui que tout le monde connaît. Les femmes n'ont pas de pénis. En tout cas, quand on parle de femmes cisgenres qui sont nées biologiquement femmes, parce que du coup, quand j'emploie le mot femme ici, je suis bien consciente qu'il y a des personnes qui s'identifient comme femmes, mais qui ont du coup un autre... n'ont pas les particularités anatomiques que je viens de citer, notamment les organes génitaux externes. Mais pour moins de confusion, je vais rester un petit peu sur le terme femme tout au long du podcast. C'est plus confortable à l'écoute et à la compréhension. Mais en tout cas, je pense que toi comme moi, on est bien conscient que tout le monde ne se retrouve pas dans ces identifications de genre. Donc, anatomiquement, des organes génitaux externes qui vont être différents. Des organes génitaux internes aussi qui vont être différents. Les femmes ont un utérus et des ovaires. Ce n'est pas le cas des hommes qui vont avoir une prostate pour le coup, qui va sécréter le liquide séminal dont est composé notamment le sperme. Pour les femmes, eh bien, toute la gestion au niveau des hormones sexuelles va s'effectuer au niveau de ces musiciens qui vont être les ovaires et l'utérus. Donc ça, vraiment, je pense que c'est la différence qui saute aux yeux quand on parle des différences hommes-femmes. Mais après, il y en a d'autres, notamment la taille des segments, l'anthropomorphie, qui vont être... Généralement, les femmes sont plus petites que les hommes. Et ça va ensuite se découler pas mal de choses. Donc, stricto sensu, quand on parle du squelette, les femmes ont un bassin un peu plus évasé, notamment grâce au fait qu'elles peuvent donner la vie. Et bien, ce bassin plus évasé, étant donné qu'il y a des fémurs qui s'emboîtent dedans, et bien l'angle que va faire le fémur avec le tibia, il va être plus en valgus que les hommes, notamment de par notre fonction
de reproduction. Donc c'est pour ça que je commence avec les hormones, c'est que tout y revient en fait un petit peu. Ouais. Donc au niveau de la musculature aussi, on a de la testostérone. Les femmes ont de la testostérone et la sécrètent, mais en bien moindre quantité que les hommes, ce qui fait que du coup on est moins prompte à l'hypertrophie. Donc on a généralement une masse musculaire moins importante qui est retrouvée chez les femmes par rapport aux hommes, en proportion du coup, en proportion relative, je veux dire. À poids de corps égal aussi, on va avoir un pourcentage de masse grasse qui est plus important, qui va nous donner de profonds atouts, des atouts importants, dans la natation, notamment parce que ça flotte un petit peu mieux que nos homologues masculins. Ah oui. Et en eau libre, la masse grasse, ça permet aussi de réchauffer le corps. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Et pourquoi plus de masse grasse en pourcentage chez les femmes ? Justement aussi parce qu'on a un métabolisme très particulier qui fonctionne justement beaucoup mieux quand on a une masse grasse plus importante que nos homologues masculins. Notamment aussi parce que pour donner la vie, eh bien, c'est des substrats énergétiques qui vont être intéressants pour maintenir et faire grandir un bébé dans l'organisme. Et dernier point, il va y avoir des choses un peu plus cardiovasculaires. Donc on a effectivement des poumons qui sont en moins grande proportion relative aussi que les hommes, et un cœur qui est plus petit, ce qui fait aussi que le moteur et donc le VO2 max de la plupart des athlètes et des femmes sportives sera un petit peu différent. Donc voilà un peu dans cette vue d'ensemble. Pour ceux qui sont passionnés de la course à pied, je vous invite à lire l'article de Thibaut Besson, un Français, qui du coup a fait un article sur les sex differences dans la course à pied, qui est hyper bien fait, avec une très chouette infographie qui résume tout ce que je viens de vous dire. On pourrait passer des heures juste sur ce point. Ah ouais, mais en te posant cette question, j'imaginais pas qu'il y avait presque autant à dire là comme ça. Donc et encore là, je me doute que j'ai fait la version courte. Voilà, c'est ça. Je me doute, et c'est déjà très très bien. Mais oui, c'est vrai que du coup, on peut mieux comprendre déjà que des individus masculins ou féminins pris dans les études, à quel point en fait, selon toi, est-ce qu'on peut extrapoler au final les données qu'on obtient chez l'homme, chez la femme dans les études ? Est-ce qu'il y a quand même une extrapolation, ou est-ce que... Enfin voilà, jusqu'à quel point ? C'est hyper bien comme question, parce que je trouve que c'est hyper important qu'on porte un regard peut-être critique aussi sur tout ça. Faut savoir que le Sex Differences, dont je t'ai parlé juste avant avec l'article de Thibaut Besson, c'est un champ de recherche à part entière, dans lequel je ne m'inscris pas, parce que moi je ne fais pas de Sex Differences, je fais que du genre féminin. Donc en fait maintenant dans la recherche c'est même différent, et chaque sujet mériterait d'être traité en regard de son spectre. Donc des différences hommes-femmes sur n'importe quel sujet, c'est un champ qui est émergent, qui est encore inexploité. À la fois parce qu'il faut comprendre les différences, et du coup il faut être un petit peu spécialisé sur la femme aussi, et à la fois il faut être spécialisé sur l'objet d'étude. Donc par exemple le ligament croisé antérieur, qui est déjà très complexe en soi, du sex differences sur le ligament croisé antérieur, ça mérite l'objet au moins je pense de 10 thèses, pour vraiment tout comparer et faire l'objet, enfin vraiment être critique là-dessus. La deuxième chose, à la fois c'est important qu'on considère la physiologie féminine, et je milite pour ça, je fais une thèse sur le cycle menstruel, donc autant vous dire que je suis convaincue du sujet. Autant, il ne faut pas non plus qu'on fasse marche arrière et que les chercheurs soient réticents à inclure des femmes parce que justement ils ne savent pas quoi faire du cycle menstruel. Et qu'ils sont conscients que ça fait des différences, mais que du coup c'est trop galère pour les inclure, et on revient au début. Pour côtoyer des chercheurs qui font de la recherche sur la biomécanique, on en a parlé de nombreuses fois, eux-mêmes, c'est toujours compliqué quand ils incluent des filles, parce que, attends, du coup, je lui dis quoi ? Faut qu'elle vienne en quelle phase du cycle ? Et etc., etc. Pour le moment, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier le cycle menstruel. On ne sait pas si les tailles des faits sont suffisamment significatives pour influencer tous les paramètres. Donc quand il y a des grosses cohortes, la taille des faits des hormones semble être quand même triviale pour inclure les femmes et se dire que, ok, on les a testées dans n'importe quelle femme, on a un échantillon tellement énorme qu'en fait, les différences qui seraient liées au cycle menstruel, on peut imaginer qu'elles sont balayées par notre énorme échantillon. Okay. Par contre, la difficulté, ça va être quand même de qualifier. Je vous ai parlé de qualifier les femmes. Je vous ai parlé de différents états, la puberté, la vie normale, entre guillemets, l'état de grossesse et la ménopause. Si vous incluez sans faire attention à ça, en fait, c'est dommage parce que du coup, on va quand même pas étudier du tout la même personne, mais au même titre que si on étudie les enfants, on met les enfants ensemble, etc. Donc c'est vraiment déjà qualifier la population, c'est hyper important.
Et là, maintenant, on parle de cycle menstruel dit euménorrhéique. Donc, c'est un cycle menstruel en bonne santé. Mais je pense qu'on va le définir, sinon on va se perdre un petit peu. Ovulatoire et régulier. Et ça, maintenant, les auteurs, ils aimeraient que ce soit dit dans les études. Si on ne le sait pas, ça veut dire que cette littérature, quand on est spécialiste du cycle menstruel comme moi, on ne sait pas. Ça veut dire que c'était des femmes en âge de procréer sur lesquelles on n'a pas vérifié leur statut hormonal. Et c'est OK. Mais le plus important, c'est au moins d'avoir fait l'effort de qualifier les femmes qui sont incluses. Il y a des très bons papiers là-dessus que je t'enverrai pour tous les chercheurs qui nous écoutent sur justement le statut hormonal en mettant des médailles un petit peu sur comment la fonction hormonale a été investiguée dans les études et à minima ce que tous les auteurs demandent, s'il vous plaît, décrivez la population. Parce que quand on a des sportifs, on est plus à risque de troubles du cycle, donc c'est important au moins de dire elle pratiquait tel type de sport, tant d'heures par semaine, etc. Ça permet quand même de qualifier. Mais du coup, là, on est en train de faire l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on a tellement poussé le bouchon trop loin en disant oui, mais les femmes ne sont pas des petits hommes, que de nouveau, on se retrouve à plus les inclure si on n'est pas spécialiste de la femme. Et c'est dommage, parce qu'il y a quand même plein de sujets où du coup, on pourrait soit stratifier les résultats en se disant on différencie notre analyse en fonction homme-femme, ce sera déjà bien, ou alors, de nouveau, on se retrouve à pas étudier le corps féminin. Et je suis pas sûre qu'on aille dans la bonne direction. Donc, les fameux auteurs dont je vous parlais, si on étudie un paramètre que les hormones influencent, notamment la chaleur, la thermorégulation, c'est un paramètre qui est très influencé par les hormones. Là, pour le coup, si on est spécialiste de la chaleur, il faut faire un effort et aller se renseigner sur les protocoles pour analyser le cycle menstruel, quitte à investiguer les femmes tout le temps dans la même phase, par exemple. Parce que du coup, ça va influencer les résultats. Mais si on est spécialiste du métatarsien, quoique c'est pas un bon exemple parce que la fonction osseuse est quand même vraiment différente entre les hommes et les femmes, disons la main ou quelque chose de beaucoup plus spécialisé et local et en musculo-squelettique avec, on va dire, moins d'impact du métabolisme. Pour le coup, on peut s'affranchir quand même d'une certaine rigueur méthodologique sur les hormones et les résultats du coup des études pourraient être extrapolés un peu plus facilement. Désolée, je suis un peu partie dans tous les sens. J'espère que c'est pas trop confus. C'est hyper intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant parce que, tu vois, c'est des choses sur lesquelles on ne réfléchit pas spécialement d'emblée. Tu vois, quand on lit des études, on regarde certains biais, on regarde des choses comme ça, mais on ne regarde pas spécialement déjà cette différence homme-femme. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas spécialement ce réflexe-là. Donc, moi, j'apprends en même temps aujourd'hui. C'est incroyable. Et c'est intéressant ce que tu dis, où au final, en se rendant compte de la complexité de la chose, il peut y avoir cet effet où on recule et on fait OK, en fait, on fait rien de peur de mal faire, mais du coup, on fait rien. Et c'est hyper intéressant parce que tout ce que tu dis ici, ça ouvre le champ des... j'ai l'impression que ça ouvre 20 sujets de thèse pour, je sais pas, ceux ou celles qui nous écoutent, il y a de quoi faire. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, je me dis, j'ai pas énormément de connaissances sur tout ça, moi, honnêtement, mais jusqu'à quel point aussi, même deux femmes qui ont des cycles menstruels réguliers, elles peuvent le vivre même totalement différemment. Et tu vois, je me dis, je sais pas si tu évalues, j'invente, l'effet de l'exercice d'un squat, on va prendre un truc sur la douleur, etc. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire quand même qu'il peut y avoir même des variations. Mais du coup, comment arriver après à se dire, non, mais elle le vit peut-être un peu moins mal, un peu moins bien, etc. Mais je me dis, même dans ça, dans un cycle menstruel normal, on le vit complètement différemment, quoi. Complètement. Donc, déjà parce que l'intégration de la douleur en tant qu'humain, c'est très différent. Parce que c'est tellement de composantes. La douleur, il y a des composantes quand même émotionnelles qui sont certaines. Donc, donc c'est vraiment l'aspect biopsychosocial qu'on pourrait décrire. Mais effectivement, il y a du bio, un tissu qui souffre. Il y a du psycho, ton rapport à la douleur, comment ça s'intègre dans ta vie. Et socialement, qu'est-ce que ça renvoie aussi à ton environnement, etc., etc. Et du coup, oui, un cycle menstruel... déjà, il y a certaines études qui ont montré que la sensation douloureuse varie en fonction du cycle. Et après, si tu veux encore plus de métacognition et qu'on tombe dans un autre monde, c'est que y a des nanas qui n'ont pas du tout de douleur pendant leur menstruation et d'autres, oui, énormément. Et la question des douleurs pendant les règles, donc ça s'appelle les dysménorrhées, elle sous-tend une condition quand même pathologique en dessous. Est-ce qu'il y a de l'endométriose? Est-ce qu'il y a de l'adénomiose? Est-ce qu'il y a un syndrome de congestion pelvienne? Parce qu'on a souvent coutume de dire que les règles, ça peut faire mal, mais ça ne doit absolument pas
impacter la qualité de vie comme certaines femmes décrivent et qui sont en errance thérapeutique, ou alors elles ne savent même pas que c'est pas normal de pas pouvoir faire de sport, par exemple. Donc tous ces états un peu extrêmes, généralement cachent une autre pathologie en dessous. Donc c'est clair que c'est une question qu'on ouvre 100 autres et qui mériterait vraiment beaucoup d'investigation. Et heureusement, je ne suis pas du tout la seule à travailler là-dessus. Il y a plein d'équipes dans le monde entier qui travaillent sur le cycle menstruel. Quand j'ai commencé, il y avait 4 grosses équipes, je dirais, spécialistes. Et là, de plus en plus, dans chaque université, j'ai l'impression que ça émerge et qu'il y a une personne qui se lance là-dedans et qu'embarque ses collègues. Et du coup, ils étudient leurs anciens objets d'études au regard du cycle menstruel. Donc, la littérature commence vraiment d'être émergente et c'est une très bonne chose. Ok, bah c'est cool. Les choses avancent, les choses bougent et je pense que, en plus avec les réseaux, je pense et grâce à des personnes comme toi aussi qui avaient des comptes sur Insta, qui partageaient des informations, qui partageaient un peu votre passion, mais je pense que ça peut donner envie à d'autres et puis c'est boule de neige et puis c'est incroyable. Mais... puis avec un podcast comme le tien, quoi. Enfin, quand tu donnes la parole sur des sujets comme ça, tu sais, je suis toujours un peu émue parce que donc, ça doit être l'an dernier ou il y a 2 ans, en Iran, les femmes n'avaient plus le droit de se présenter à l'université. Ça faisait partie un petit peu d'une grosse révolution qui a eu lieu en Iran. Et en fait, j'étais grave émue de me dire waouh, et moi je suis une nana et je suis là en train de reprendre mes études. Et en plus, je travaille sur le tabou des tabous qui est le sang des menstruations, quoi. Enfin, et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit grâce aux hormones. Et en fait, je trouve qu'il faut travailler sur le corps féminin, c'est presque militant. Parce que tu te heurtes à plein de choses, à toute la méconnaissance, il faut être nuancé, il faut le dire d'une bonne manière pour pas que ça desserve non plus typiquement la contraception. J'essaie d'avoir un rapport très neutre à la contraception, même si parfois elle est un peu prescrite à tout va, parfois elle est nécessaire, parfois pas, mais le plus important c'est qu'on ait le choix. Et d'un côté, derrière cette contraception, il y a l'héritage de nos arrière-grand-mères, de toute cette génération-là, qui s'est battue pour avoir le droit d'avoir une régulation, un système de régulation des naissances qui était adapté. Donc en fait, à chaque fois, je trouve que chaque prise de parole en public, je sais jamais un peu qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tête. Des fois, j'essaie de le formuler le plus neutre possible parce que chaque phrase, en fait, veut tellement dire beaucoup et le corps des femmes, c'est encore vraiment un sujet à part entière et qui est quand même souvent négligé dans les études. Là, j'ai mon beau-frère qui est médecin urgentiste, médecin militaire, et qui me disait, mais c'est fou, j'ai eu 4 heures de cours sur le pied et l'anatomie du pied, mais j'ai pas eu 1 heure de cours sur la femme, quoi, en médecine, et ça me rend ouf. C'est fou. Et j'étais là, et du coup, je pense que ça va passer par là, peut-être une intégration dans la formation continue, pour que tout le monde sorte avec les mêmes bases de connaissances, parce qu'en fait, c'est tout le corps féminin va avoir un impact sur le musculo-squelettique ensuite. Et il faut juste le connaître sans être obsédé par ça et toujours chercher à la petite bête. C'est juste que, typiquement, on porte des soutiens-gorge. Les soutiens-gorge, en fonction de comment ils sont réglés, ils peuvent largement être adaptés ou inadaptés. Et un soutien-gorge mal adapté, c'est des douleurs thoraciques, c'est un diaphragme qui peut être moins mobile, c'est une économie de course qui peut être impactée. Si tu traites un thorax douloureux et que tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est dommage. Parce que du coup, tu t'affranchis quand même. Je l'avais jamais entendu, hein. Tu vois, voilà. Cette histoire de soutien-gorge, etc. Et même quand tu le dis, ça semble logique. Enfin, tu vois, tu dis OK, mais d'emblée, j'y aurais certainement pas pensé. Donc, c'est hyper ça intéressant. fait pas partie. En fait, mon objectif à moi, j'ai un plan quinquennal. J'aimerais vraiment que ça fasse partie. Votez En fait, tu vois, genre vraiment que ça devienne des automatismes. On a une femme sur la table, on a 2-3 questions en tête qui nous pop. Parce que la femme, tu vois, typiquement, tu m'as envoyé la liste de questions. Oui, bien sûr, un périnée. Oui, bien sûr, le cycle menstruel. Mais en fait, 3 millions d'autres choses aussi, quoi. Dont la santé mammaire, dont qu'est-ce qui se passe après une grossesse, même si on n'est pas spécialisé en périnée. En fait, on peut avoir des mamans en rééducation. Une maman qui a pu avoir un accouchement peut-être traumatique, qui a du coup peut-être soit une problématique abdominale, soit une problématique périnéale. Et si on n'est pas sensible à ça, on peut passer à côté de la cause du problème. Donc typiquement des douleurs lombaires après un périnée qui n'a pas forcément été rééduqué à son plein potentiel. Eh bien, on peut avoir un lien de causalité entre les deux. Et parfois, la clé va être de retourner chez quelqu'un de spécialisé. Mais c'est très complexe de faire le lien entre toutes ces spécialités. Et je pense qu'on se heurte aujourd'hui à des surspécialisations en médecine, et peut-être dans notre métier aussi, je ne sais pas.
ça devient très compliqué d'être très transversal et très généraliste. Ça demande un effort de dingue parce qu'il faut connaître plein de trucs un petit peu et être capable de faire le lien entre tous ces petits trucs. Mais c'est vrai que pour la femme, moi j'aimerais bien qu'on le fasse un peu plus et qu'on ait un petit start-up pack dans les formations continues pour que tout le monde parte avec le même niveau. Puis après, si on veut se spécialiser, on peut se spécialiser au contraire. Bah oui, c'est vrai ce que tu dis sur les compétences un peu transversales où moi personnellement je réfère de plus en plus là où quand j'ai commencé à être kiné, je prenais un peu toutes les pathologies, je me disais voilà, j'ai appris à l'école et en fait au final maintenant moi quand j'ai une main ou quoi, je réfère à un spécialiste de la main alors qu'il y a quelques années je me serais dit ça va aller. Idem pour pré et post-natal. Au tout début, je prenais, etc. Je me disais, ouais, mais non, mais je sais plus ou moins comment il faut faire. En fait, maintenant, c'est pas que je me prends plus la tête, mais après, je me dis, ok, je vais envoyer vers quelqu'un qui, en fait presque que ça et qui s'est formé et qui se forme encore. Comme moi, j'aime me former sur, je sais pas moi, les tendinopathies ou sur les choses comme ça. Mais je me dis, et ça, je pense que c'est important de pouvoir référer. C'est bien que tu le dises. C'est ça. Il y a une phrase que j'aime trop, que j'ai entendue en congrès. Donc j'ai fait le congrès des avancées des praticiens, ils appellent ça du comité international olympique, et donc c'est les médecins des équipes olympiques qui viennent, et là c'est la médecin de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud qui disait on n'est jamais aussi fort que l'ensemble de son réseau, et le conseil qu'elle donnait c'est ok de pas savoir, mais déjà il faut que tu aies quelqu'un que tu puisses appeler dans les 5 minutes. Alors, c'est de la kiné de terrain ou de la médecine de terrain, donc c'est vrai qu'il faut être très action-réaction. Et c'est clair que c'est cool si tu as l'option appelle un ami, parce que du coup, c'est quand même toi qui vas gérer le problème. Mais si tu peux au moins avoir un feedback au téléphone pour gérer le problème, c'est plus utile. Et franchement, c'est ce qui me drive depuis toujours. Et à la fois, je pense qu'il ne faut pas non plus se surspécialiser parce qu'on passe à côté de certains trucs. Et on perd un petit peu cette globalité, cette vue d'ensemble. Et à la fois... parfois c'est nécessaire. Donc tu vois, ce que j'aime beaucoup faire avec mes collègues, donc j'ai beaucoup moins de patients au cabinet ces temps-ci par rapport à la thèse, mais les quelques que j'ai, elles sont suivies avec mes collègues sur des problématiques musculo-squelettiques comme des lombalgies, des hanches, des choses comme ça. Et du coup, quand eux, ils ont un doute, on a beaucoup échangé là-dessus, ils me réfèrent pour soit une réévaluation périnéale, soit une réévaluation hormonale, et que je refasse le lien avec ok, vous êtes une femme et aujourd'hui on va voir un peu en quoi ça peut influencer les problèmes pour lesquels vous consultez. Et c'est extrêmement riche. Donc, à la fois, je pense que être un bon généraliste, un bon kiné généraliste, c'est quand même hyper important. Parce que du coup, dans les surspécialisations aussi, on finit aussi d'être dans une routine. Enfin, c'est très important aussi d'être spécialisé. Mais c'est très bien aussi d'être généraliste et peut-être de garder un petit peu d'autres choses à côté de temps en temps, si c'est, entre guillemets, une entorse banale. Parce que du coup, plus tu te spécialises, plus tu as des cas un peu étranges. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas fait une entorse de cheville simple. Tu vois, typiquement. J'ai vraiment des trucs qui sont de plus en plus, on va dire, atypiques. Ici, je voudrais rebondir. Tu parlais notamment de dysfonction du plancher pelvien, etc. Ouais. Et c'était un peu le second point que je voulais voir avec toi, donc ça tombe bien. Donc, les dysfonctions du plancher pelvien, au final, c'est quelque chose d'assez, je pense... C'est pas méconnu, mais ça peut être, un peu méconnu par des personnes, par exemple comme moi, qui sont pas spécialisées dedans. Ça peut même faire peur, voire même faire peur peut-être aux patientes qui, elles osent peut-être pas consulter, etc. Enfin, bref, l'idée ici, c'est, j'aimerais bien que tu nous exposes peut-être un petit peu à partir de quand il faut peut-être suspecter ces troubles et surtout peut-être que tu nous expliques brièvement qu'est-ce que tu fais, toi, en pratique, pour évaluer et te dire, OK, c'est un plancher pelvien qui fonctionne bien ou pas, parce que c'est quelque chose, je pense que beaucoup ne savent pas, vu qu'on n'est pas formé spécialement à ça. Whoop, sorry, je m'incruste en plein milieu du podcast, mais promis, ça va pas être très long. C'est simplement pour te rappeler que si tu désires toujours rester à jour à propos des nouvelles connaissances en kinésithérapie, mais également... pourquoi pas acquérir de nouvelles compétences également, va faire un tour sur fullphysio.com. En fait, c'est très simple. Sur Full Physio, c'est plus de 1000 ressources qui vont t'aider dans ta pratique quotidienne de kiné. Ça passe par un logiciel de prescription d'exercices pour tes patients, des modules EBP, des masterclass données par les plus grands experts et expertes dans leur domaine respectif de la kiné, mais également des échelles, des scores et même des vidéos de strapping. Bon, je t'avais promis que ce serait pas très long, donc je vais m'arrêter là et je vais surtout te laisser profiter de la suite de l'épisode. Encore 1000 merci pour ton soutien. Ciao. Alors,
du coup, moi, mon école, on avait quand même quelques modules, donc j'ai l'impression quand même qu'en formation initiale, ah oui, tout à l'heure j'ai dit formation continue, mais je crois que c'est formation initiale que je voulais dire. Oui. En formation initiale, il y a normalement quelques cours qui se sont donnés au moins sur une vue d'ensemble sur l'urogynéco, mais je pense que c'est très école dépendante. En fait, on parle de dysfonction du plancher pelvien lorsqu'on fait affaire à plusieurs tableaux. Déjà, ce qu'il faut clarifier, c'est que les hommes aussi peuvent souffrir au niveau du périnée. Sauf que du coup, ça va pas se manifester de la même manière. Et pour le coup, c'est encore plus tabou. On va avoir plusieurs types de dysfonctions. La première, ça va être les fuites, qu'elles soient d'ordre urinaire ou anal. Ça va être le premier tableau donc la perte involontaire d'urine ou de gaz, que ce soit homme ou femme. C'est un des tableaux qu'on va retrouver qui fait partie de la grande famille des fuites, du coup. Pour les femmes, on va beaucoup parler d'incontinence urinaire ou anale. Et là, les hommes sont aussi concernés. Et parfois, incontinence urinaire, les hommes sont aussi concernés dans certaines situations. Ensuite, le deuxième tableau, on va parler des troubles de la statique pelvienne. C'est un nom bien vague pour dire pas mal de choses. Le nom grand public, c'est la descente d'organes ou prolapsus des organes génitaux. Et là, du coup, c'est une autre famille, un autre type de problème qui va avoir lieu. Je te décrirai un peu plus les symptômes qui peuvent faire évoquer l'un ou l'autre. Mais du coup, même si parfois la rééducation est commune à ces deux tableaux, la cause est souvent pas la même et le tableau clinique n'est pas le même non plus. Et la dernière famille, ça va être les douleurs pelviennes. Et là, il y a pas mal de choses. Tu vois, typiquement, je t'ai parlé des douleurs, des dysménorrhées. Dans certaines formations, ça fait aussi partie des douleurs pelviennes. Parce qu'effectivement, les douleurs sont situées dans la sphère pelvienne. Alors que du coup, le mécanisme qui va causer les douleurs pelviennes, il y en a 3 millions. Ça peut être des douleurs d'origine nerveuse parce qu'il y a une compression du nerf pudendal. Ça peut être typiquement aussi, grand public, on appelait ça les vaginismes. Donc des douleurs à l'intromission d'un objet, d'un doigt ou du pénis du partenaire, par exemple. Et donc tout ça, c'est la grande famille des troubles douloureux pelviens, qui du coup, c'est un fourre-tout sans nom, un peu comme la douleur chronique, avec plein de causes, mais du coup qui sont aussi des choses que les personnes qui sont spécialisées en périnée peuvent être capables de traiter, typiquement. Donc, Donc déjà, tu as 3 tableaux. Donc, en ce qui concerne les fuites, généralement, la personne va consulter parce qu'elle a des fuites. C'est-à-dire que soit elle a quelques gouttes quand elle va faire son sport, typiquement, ou lorsqu'elle tousse, qu'elle éternue, etc. Donc ce premier tableau, c'est l'incontinence urinaire d'effort. On va avoir un autre type de fuite qui va être les incontinences urinaires par urgenterie, qui vont être un petit peu différents dans comment ils vont se présenter aussi. Ça va être plutôt des envies impérieuses où on ne peut vraiment pas s'empêcher d'uriner. Et ça, généralement, c'est un tableau assez hormonal, voire nerveux, avec typiquement les vessies neurologiques, donc, qui est très différent des troubles urinaires plus mécaniques. Donc déjà, c'est 2 sous-types qui sont très différents, et pour les plus chanceux, vous avez les 2. Incontinence urinaire mixte qui vont avoir le double tableau. Et donc, déjà, pour bien traiter ces gens-là, il faut déjà bien définir et puis diagnostiquer quel type de fuite urinaire on a. Et donc ça, c'est ce qu'on apprend généralement quand on se spécialise en pelvipérinologie. Comment on identifie ces personnes-là ? Il y a un très très bon outil qui diagnostique tout ce que je viens de vous parler. C'est le PFD Sentinel, qui a été créé par Silvia Giaggio. Je pense que ça va être une chercheuse sur le périnée dont on va beaucoup entendre parler. Elle a récemment eu le BJSM Award pour sa thèse, pour ses travaux de thèse. Donc, autant vous dire que c'est pas une petite récompense, c'est quand même assez stylé. Et donc, elle a fait pas mal de choses, notamment une infographie que j'avais résumée sur mon Instagram. Mais elle a surtout produit ce document qui est le PFD Sentinel et qui va du coup aider les personnes qui ne sont pas spécialisées à savoir quand référer à quelqu'un de spécialisé. Cool. Et typiquement, une des premières questions, c'est « Est-ce que vous avez des fuites ?» Et si la personne vous répond « Oui », déjà, c'est un niveau un peu plus ninja expert. Et là, pour le coup, on se fait aider d'un professionnel spécialisé. Parce que du coup, la cause de la fuite, c'est quand même ça, comme dans toute pathologie, qu'il faudra trouver pour rééduquer. Et c'est vrai que ça, quand on n'est pas spécialisé, je pense que c'est un petit peu challengeant. C'est pas impossible, mais c'est challengeant. Généralement, on a une fuite urinaire. Je parlais beaucoup des fuites urinaires, mais c'est un peu le même principe pour les fuites anales. Qui d'ailleurs se manifeste aussi lorsqu'on parle de gaz. Donc en fonction des définitions,
chez les powerlifters, les hommes sont très très concernés par les fuites anales, l'incontinence anale notamment, parce que les pertes de gaz aussi, ça compte. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on aurait l'impression qu'il faudrait uniquement une fuite conséquente, que ce soit d'urine ou de sel, pour être qualifié. Mais en fait, même une goutte, ça fait partie des choses où déjà on peut se dire, ok, il se passe quelque chose. Et les personnes, en fonction des études, sont classées en fonction du... Bref, c'est un peu trop nerd là, mais même une goutte, ça compte. Et même un gaz, ça compte. Et ça fait partie des choses où, avant que ça s'aggrave et que vous ayez plus de problèmes, si vous êtes un patient qui écoute ou concerné en tant que thérapeute, ça ne touche pas que les autres, il faut consulter, clairement. Et du coup, quand est-ce que ça arrive ? C'est lorsqu'il va y avoir... En fait, quand tout fonctionne bien, les forces qui sont appliquées au niveau de la pression intra-abdominale, elles doivent être égales aux forces de fermeture qui sont développées par l'urètre, quand on parle de fuite urinaire. L'urètre, c'est le petit tuyau qui est après la vessie. Et lorsque ces forces, elles ne matchent pas, c'est-à-dire que ce qu'on développe au niveau intra-abdominal, c'est beaucoup trop grand, donc quand on parlera du bracing, ce sera intéressant, parce que je sais que tu veux qu'on aborde ce terme, et typiquement, peut-être que le périnée n'est pas en mesure soit de mettre les bonnes forces de fermeture au bon moment, soit de développer une force suffisante pour fermer l'urètre, soit du coup, le périnée, il est ni contracté à fond, ni complètement détendu. Donc typiquement, le périnée des sportifs, c'est souvent dans cet état intermédiaire de tension où on n'est plus forcément capable de se contracter à 100%, ni de se relâcher à 100%. Quand il y a un effort qui est produit avec une augmentation de la pression intra-abdominale, on n'arrive pas à faire matcher nos forces de fermeture avec les forces qui sont appliquées, qu'elles soient du coup au-dessus ou en dessous pour l'impact, pour les sports d'impact. Et quand il y a 10 matchs entre les forces de fermeture et les forces au-dessus, donc intra-abdominal ou impact, en fait, il y a fuite urinaire. Voilà. Okay. Donc c'est vraiment un... Pardon ? C'est vraiment un déséquilibre entre ce qui est imposé et ce qui est capable de contenir, quoi. C'est ça. Et en fait, du coup, quand je te le présente comme ça, tu te rends compte que pour les sportifs, il va y avoir plein de choses qui vont entrer en jeu. C'est déjà la manière de gérer la pression intra-abdominale. Tous les défauts techniques qu'on va pouvoir avoir sur des sports comme l'haltéro, le power, ce genre de choses. Et après, effectivement, en local, quel est l'état du périnée ? Effectivement, est-ce qu'il a suffisamment de force ? Est-ce qu'il a suffisamment d'amplitude ? Est-ce qu'il est capable de se relâcher ? Est-ce qu'il a une force est-ce qu'il est capable de réagir de manière réflexe quand on tousse, par exemple ? Est-ce qu'il est bien synchronisé avec les muscles profonds, qu'on appelle le core, C-O-R-E, core, comme disent les Anglais. Donc avec le transverse, avec les multifides derrière, est-ce que quand ces muscles-là s'engagent, est-ce que le périnée s'engage bien ? Donc ce qu'on appelle l'ajustement postural anticipateur. Tous ces paramètres-là, en fait, ça peut venir de n'importe quel de ces paramètres qui est défaillant, entre guillemets, une fuite urinaire. C'est pour ça que du coup, même si stricto sensu, il y a des choses très faciles à faire, comme typiquement évaluer la qualité d'un bracing ou juste la qualité d'une contraction du transverse, il faut quand même, pour être efficace et que tout le monde perde le moins de temps possible, être capable de vraiment pointer du doigt la cause qui fait que la personne est dans cette situation. Donc ça, c'est pour les tableaux des fuites urinaires. À l'effort. Juste ça. Donc en fait, tu as plein de sous-catégories et donc au final, dire juste c'est le périnée qui n'est pas assez fort, c'est hyper réducteur au final. Exactement. Ça veut tout rien dire. T'as complètement raison. Mais je pense que quand on a du raisonnement clinique en musculo-squelettique, je pense que c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est juste qu'il n'est pas capable de produire sa force ? Est-ce que c'est quand il est dans cette position, ce muscle-là n'est pas capable de produire de la force ? Et typiquement, il y a vraiment des sports qui sont plus challengeants que d'autres. Je pense effectivement au sport à charge, mais pas seulement. La course à pied fait partie des sports où il y a beaucoup d'incontinences urinaires qui sont à l'effort, qui sont décrites. Mais il y a course à pied. Quand on fait un jogging, c'est pas la même chose que quand tu fais du 100 mètres haies. Donc en fait, il y a aussi une espèce parfois d'incompréhension aussi des enjeux biomécaniques et nécessaires à la pratique sportive si on n'est que formé en périnée. C'est une bonne base, mais parfois, les rééducations se passent essentiellement sur la table et c'est largement insuffisant pour les sportifs, du coup, qui peuvent être confrontés à des demandes beaucoup plus importantes que juste, vous allez serrer votre périnée pendant que, on suit justement la tablette qui nous dit de contracter et de relâcher. C'est un bon début. Des fois, c'est une étape qui est genre primordiale parce que la personne n'a aucune conscience de ce muscle et la plupart des femmes, c'est le cas. Elles le découvrent à l'accouchement. Autant te dire qu'après un accouchement, ton muscle... C'est un petit peu comme l'ami du quadriceps, tu vois. T'as une inhibition arthrogénique de malade, autant te dire que si tu dois apprendre à le contracter ce jour-là,
waouh, Ouais. dommage. C'est compliqué. C'est bien si tu aurais pu savoir c'était quoi une bonne contraction un petit peu avant. Donc, ouais, il y a Ok. vraiment un énorme tabou et plein de choses à connaître. Et sur le tableau, plutôt. Donc, je sais pas si tu veux qu'on rebondisse là-dessus. Oh non, vas-y. Moi, tant que t'es lancé, je Vas-y. suis tout oui. C'est hyper intéressant. Du coup, ça, c'est vraiment le tableau juste fuite urinaire à l'effort, qui Ouais. sont plutôt mécaniques. Ça va inclure aussi quand on tousse, quand on a un fou rire, quand on éternue. Ou du coup, c'est vraiment un dismatch entre les forces qui sont générées au niveau intra-abdominal et les forces qui sont censées être générées pour les fermetures. Le tableau, du coup, urgence, ça va plutôt être un autre tableau qui est plutôt en lien avec les hormones. Typiquement, on se rend compte que dans le cadre d'un REDS, donc déficience énergétique relative dans le sport, il y a ça aussi qui est cumulé et qui va aussi fragiliser le muscle. Donc en fait, quand tu cumules les deux tableaux, c'est toujours intéressant d'aller poser la question des hormones. Et c'est aussi pour ça qu'en postpartum, quand les femmes allaitent, elles sont en état d'hypoœstrogénie également, c'est le propre de l'allaitement, et ben c'est là aussi où le périnée peut être aussi moins contractile, moins fort, parce que du coup on ne bénéficie pas des œstrogènes qui sont, que les muscles aiment beaucoup pour produire de la force et être efficaces. Donc Ok. ces tableaux-là, du coup, sont un petit peu connectés chez les sportifs dans certaines situations. Et parfois, on va avoir des urgences chez les personnes qui sont neuro, dites les vessies neuro. Ça va être la sclérose en plaques, dans le cadre d'AVC, ce genre de choses, qui est une rééducation encore complètement différente. Donc Ouais, voilà, c'est- on vous c'est dit que c'est encore, spécialisé, c'est vraiment des petits tiroirs dans les spécialités après, quoi. Wow. Ok, bah ouais, c'est un truc qui m'a toujours impressionné. C'était une prof que j'avais eue en périnéo en école de kiné qui parlait du syndrome. C'était quoi? La clé dans la De... porte ou le Ouais, paillasson, c'est ouais. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. La clé dans la porte. Et je trouve que c'est hyper. Enfin, j'y ai fait gaffe après. Et c'est vrai qu'en fait, enfin, pour ceux ou celles qui nous écoutent, c'est le fait. Enfin, tu me dis si je me trompe, c'est le fait que quand tu dois aller faire pipi, par exemple, eh ben, au plus tu te rapproches de la toilette, au plus tu as l'impression que tu dois y aller. Mm. Et donc, si tu arrives même devant chez toi et que tu dois mettre la clé, parfois tu te dis, Tu mais je vais me trépignes. faire dessus, Ouais. quoi. Et Exactement. donc, et j'ai déjà eu ça une fois et je me disais, mais c'est incroyable, en fait, le pouvoir du mental sur au final la contractibilité, parce que j'imagine ça un peu comme trop de contraction parce qu'il a l'impression qu'on va aller tout de suite aux toilettes alors que pas. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer physiologiquement ce qui se passe dans ce cas-là. C'est Vaste peut-être une question. grosse Alors, question. il est décrit par pas mal de. Alors, moi, je suis vraiment pas spécialisée. Je suis plus côté mécanique. Là, c'est vrai que c'est là Ouais. où je me régale le plus. C'est vrai que sur le périnée comportemental, en tout cas les troubles plutôt d'incontinence par argenterie, je suis un peu moins spécialisée. En fait, il est souvent décrit justement comme le syndrome du paillasson ou la clé dans la porte. T'avais envie, mais une envie genre un peu moyenne que t'arrivais à gérer. Ouais. Et t'arrives devant ta porte et là, tu passes direct en mode level d'urgence extrême où en fait, tu te dis, oh mon Dieu, mais comment on a pu passer aussi vite d'une étape Ouais. à une autre? Et effectivement, là, c'est plutôt au niveau comportemental que les choses se passent. Et typiquement, dans ces tableaux-là, on n'a quasiment pas... Enfin, moi, je parle énormément avec les gens qui sont dans cette situation-là. Le bilan, l'anamnèse, elle peut durer 1 heure où on n'a presque pas de... On pose pratiquement pas les mains sur le patient. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses sur les comportements mictionnels. Comment vous buvez, à quelle fréquence, quel type de travail vous avez. Donc, un gros exemple que je donne souvent, qui est donné en formation aussi, ça va être les infirmières de bloc, anesthésistes. Typiquement, elles doivent rester des heures et des heures debout. Les chirurgiens, pareil. En fait, du coup, tu adaptes ton comportement mictionnel, ce qui fait que, comme la faim, comme le... Enfin, tu sais, t'as faim un peu, mais tu pourrais annuler un petit peu cette sensation-là. Pour uriner, on peut avoir une envie très forte d'uriner, mais on arrive un petit peu à se dire, bon, allez, je prends sur moi et ça va aller. Et en fait, c'est un peu comme quand ça se dérègle, moi, la métaphore que je donne, ok, tu dois mettre un réveil, tu dois te lever à 8h du matin. Mais t'as 2 écoles là-dessus. T'as ceux qui mettent une alarme et qui y arrivent. Et t'as l'école de ceux qui en mettent 10 et qui font que annuler. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas dans quel team tu es. Mais Dans la première, je vais avouer que je joue avec le feu depuis que je suis né. Mais... Ok. Et du coup, si on imagine que la personne met des alarmes, votre vessie, elle veut bien faire. Et typiquement, vous avez normalement, quand tout va bien, que la vessie, elle est contente et que tout fonctionne bien, elle a des petits capteurs de pression qui disent, là, je suis moitié remplie. Et là, elle vous envoie une première notification en disant, hey, je suis un peu remplie. Pas beaucoup, on peut gérer. Mais ça. en vrai, je te le dis, prends tes dispositions, d'ici 1 heure ou 2, ce serait vraiment bien que tu ailles vidanger. Voilà, première notif. Elle peut en renvoyer une deuxième, voire une troisième. Et des fois, le petit capteur de pression, effectivement, en fait, c'est des chémorécepteurs, il y a plein de choses, c'est vraiment fascinant, la vessie.
quand on n'écoute pas ces petits signaux-là, on peut arriver à un état vraiment extrême où là, pour le coup, on dit bah non, mais là, go, urgence, quoi, faut y aller. Le truc, c'est que si tu ignores les messages, ben, le corps, il va toujours à l'économie. Use it or lose it. Dites-vous que c'est quand même une fonction qui est assez élaborée de votre cerveau, avec des connexions quand même permanentes entre « Hey, je suis un peu rempli, je suis pas beaucoup rempli, etc. etc. » Si vous ignorez ça, le corps, il va aller à l'économie en disant « Hey, flemme, moi je t'ai envoyé des notifs, t'en fais rien. Frère, ça fait déjà 3 ans que c'est comme ça. Moi, je t'envoie juste une notif à la fin. Parce que de toute façon, quand je t'en envoie 5, t'en as rien à faire. Donc, je vais garder de l'énergie pour faire autre chose. » Et du coup, c'est vraiment comme ça que je l'explique aussi aux patients, en disant « Bon, déjà, il faut qu'on se réentraîne à écouter ces signaux-là. » Pour vraiment, et surtout respecter la vessie en disant non, là t'as un petit peu envie, ok, ben attends, mais quand tu sens que c'est le moment, ne force pas et vas-y, pour que du coup il y ait les bons comportements mictionnels au bon moment. Et du coup c'est beaucoup de comportemental, et il y a énormément de choses aussi avec typiquement les excitants, donc que ce soit de la Red Bull, caféine, des thés, des personnes qui consomment énormément ça, ça peut impacter le comportement vésical. Parfois aussi, il y a des choses autour de l'hygiène en public, les pipis de précaution. Donc voilà, des femmes typiquement qui veulent absolument pas aller faire pipi en public, donc, dans les espaces publics, donc se forceraient à mictionner avant de partir. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça à voir quand on a ce tableau plutôt d'urgence. Voilà. J'avoue que moi, je suis team, je vais toujours faire pipi avant de partir quelque part. J'ai un gros stress avec ça. Je me dis, on sait jamais. Si j'ai une longue route en voiture ou quoi, je me dis, bon, allez. Mais c'est vrai que j'avais déjà entendu que c'était pas incroyable. Tout comme j'avais entendu que c'était pas, ça je sais pas si c'est encore d'actualité, mais que c'était pas super bien de boire par petites gorgées tout au long de la journée. Qu'il valait mieux boire valait mieux boire 5 fois dans la journée que 20 ou 30 fois par petite gorgée, parce que ça stimulait un petit peu. Bon, c'est marrant, moi j'avais entendu l'inverse pour ce dernier point. Donc, alors pour la vessie, tu vois, effectivement, les pipis de précaution, c'est quand même quelque chose à éviter, en particulier quand on est un peu sujet à ces vessies hyper excitables et à ces urgences. Typiquement, c'est un des premiers points, on dit ça, faut vraiment se forcer à se dire on fait plus. On se force pas quand on n'a pas envie, et c'est vraiment du comportemental, et du coup il faut vraiment on fait tenir un calendrier mictionnel aux patientes pour justement voir le quantité d'eau qui est pris à quel moment, et qu'est-ce que ça induit en termes de prise. Donc voilà, c'est des choses qu'on met en place. Et sur la vessie, c'était un podcast que j'écoute, que je trouve génial si vous êtes passionné du périnée et que vous écoutez l'anglais, enfin vous comprenez l'anglais plutôt, parce que l'écouter c'est une chose, le comprendre c'est une autre. C'est une autre, ouais. Pelvic Health Podcast, et c'était une nana qui débunkait un petit peu les mythes. Et typiquement dans un des mythes qu'elle débunkait, c'était que les excitants, justement, que je viens de citer, je suis pas forcément 100% d'accord avec elle, mais je le cite quand même, en fait c'était pas tant la qualité de ces excitants qui faisait que la vessie était irritée ou irritable, mais aussi la manière dont on boit. C'est-à-dire qu'un café, typiquement, on le boit pas par petites gorgées, mais on a tendance plutôt à se l'envoyer assez rapidement quand il est à la bonne température. Pareil pour le thé, ce genre de choses. Ou justement, quand on a du mal à boire souvent, on a tendance à s'enfiler une grosse quantité d'eau. Le truc, c'est que ta vessie, elle disait, donc je reprends vraiment ces termes, elle n'a pas des chémorécepteurs sensibles au point de se dire c'est de la caféine ou pas, parce que déjà il se passe plein de trucs dans ton corps qui fait que c'est pas de la caféine qui va directement atterrir dans ta vessie. Et le deuxième point, c'était que surtout la vessie était plutôt sensible à la barométrie, donc la variation de pression, comme je le disais, avec le petit capteur de pression comme un ballon d'eau chaude, tu vois, et que typiquement s'il y a une cascade de flotte qui arrive, et pour le coup ça va plus l'alerter que quand c'est de manière régulière toute la journée. Donc typiquement, quelqu'un qui aurait des urgences, moi je lui conseillerais plutôt de répartir son eau, mais c'est difficile, notamment quand on est en bloc, où on est stérile et on peut pas boire comme on veut. Donc voilà, c'est toujours voilà, la vraie vie, le plan, le papier, puis la vraie vie et les difficultés auxquelles la personne fait face. Et je trouvais ça hyper intéressant, sa vision, parce que du coup, c'est pas forcément quelque chose que j'avais eu en formation, ni même creusé dans la littérature. Et la raison pour laquelle aussi elle alertait un petit peu sur le fait que les excitants, fallait peut-être pas non plus blâmer le café à tout va. Alors je pense qu'elle aimait le café, vu comment elle le défendait, mais peu importe. C'est qu'en fait, exactement. Mais en fait, pour elle, les études n'avaient pas forcément été hyper bien designées, c'est qu'ils avaient juste enlevé le café. Donc forcément, déjà, les gens buvaient moins, donc forcément, allaient aussi moins en termes de fréquence aux toilettes. Donc c'est vrai, quand je suis allée lire les papiers, certains, effectivement, n'étaient pas hyper bien designés, et ça paraît logique que tu vas moins aux toilettes si tu t'enlèves déjà tes 3 cafés de la journée. C'est-à-dire que dans ton volume hydrique, il y a déjà moins de choses, donc voilà. Donc toujours à adapter au comportement de la personne en face de vous.
parce que c'est vraiment plurifactoriel, multifactoriel et très individuel. Voilà pour les fuites. C'est intéressant. Wow. Je dis, c'est incroyable. J'ouvre chaque fois une nouvelle boîte de Pandore. Tu vois. Ah mais mon pauvre, l'épisode va durer 1000 heures. Je suis désolée déjà d'avance. Quand j'ai vu toutes tes questions, je me suis dit aïe. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des sujets où j'apprends vraiment en même temps que ceux ou celles qui nous écoutent parce que, comme je dis, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Et donc, voilà, c'est super intéressant. Ici, j'aimerais bien qu'on discute de choses en fait, qu'on a un peu déjà discuté, parce qu'en fait, tout ça s'imbrique un peu, hein, mais ouais. C'est tout ce qui est plus les manœuvres hypopressives, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs courants. Alors, comme d'habitude, tu me dis si je me trompe, mais où il y a eu une mode où il fallait vraiment systématiquement, quand on faisait des abdominaux, on conseillait vraiment de rentrer le nombril au maximum, etc., d'expirer tout son air. Et puis après, on a parfois dit un petit peu pas l'inverse, mais dit finalement, c'est peut-être pas si bien que ça. Au final, où est-ce qu'on se situe ? Ou en tout cas, quel est toi ton avis sur cette question-là, peut-être au vu soit de la littérature ou même de ton expérience ? Est-ce qu'il faut rentrer encore le nombril quand on fait du gainage ou est-ce qu'il faut encore conseiller à notre patient de le faire ? Ok. Alors attends, je finis déjà juste le dernier tableau sur le prolapsus. Vas-y. Comme ça, au moins, c'est fait. On n'avait pas fini. Ouais. Non, t'inquiète. Le prolapsus, qui va être différent, c'est que ça va être des pesanteurs, potentiellement. Donc la sensation qu'il y a quelque chose entre les jambes. Chez les femmes, c'est beaucoup ce qui est décrit. Et qu'est-ce que c'est le prolapsus ? Rassurez-vous, les organes ne vont pas tomber quand les personnes écartent les jambes. C'est vraiment une peur, mais en fait, les organes, ils sont toujours fixés au sein du petit bassin, au-dessus. Mais par contre, en fait, si effectivement, au niveau des tissus mous, il y a un petit peu moins de tension, ou après la grossesse, il y a des choses qui se sont passées, potentiellement, l'organe, il peut se retrousser à travers les parois du vagin, et ça fait une espèce de boule entre les lèvres. Donc les lèvres externes de l'appareil génital féminin. Et ça, du coup, c'est hyper impressionnant, effrayant. La plupart des femmes, en plus, ont du mal à consulter. Et du coup, c'est typiquement un autre tableau avec aussi une autre prise en charge, avec toujours du renforcement des muscles du plancher pelvien. Mais voilà, en tout cas, c'était un autre tableau qu'il faut clarifier. Et chez vos patientes, ça va être la question, est-ce que vous avez des pesanteurs ou la sensation d'un corps étranger entre les jambes ? Voilà. Ou ne pas pouvoir retenir un tampon aussi, ça peut être décrit, en tout cas un inconfort à ce niveau-là. Et dans le PFD que je vous ai cité, c'est vraiment écrit comme ça aussi. Donc en fait, vous avez 5 questions qui vont screener les 3 tableaux que je vous ai présentés, donc les fuites, les prolapsus et les douleurs. Et s'il y a une des 5 questions à laquelle vous répondez oui, ça va chez un kiné spécialisé. Donc c'est pour ça que je l'aime vraiment bien, parce qu'il screen tout. Et en tant que thérapeute, c'est 5 questions réflexes vraiment à connaître. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des fuites urinaires ? Est-ce que vous avez déjà eu des fuites anales ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un corps étranger entre vos lèvres ? En tout cas, qu'il y a quelque chose qui va sortir, ou ils appellent ça un bulge, une boule qui sort justement. Ou est-ce que vous avez des douleurs dans la région ? Alors, celle-ci, elle est un peu plus compliquée parce que, du coup, une douleur aux adducteurs, est-ce qu'on la cote comme ça ou pas ? Voilà. Puis, mais typiquement, il y a des choses quand même qui sont liées. Donc, growing pain, tu sais, dans la littérature scientifique, typiquement. Mais souvent, en fait, il y a quand même du périnée qui est intriqué. Donc, moi, je les rejoins là-dessus. Et c'est un peu ça que j'ai partagé à mes collègues en disant, en vrai, quand vous avez un doute ou que vous voyez que ça ne répond pas à une rééducation bien menée, c'est le moment où il faut référer en disant, il y a peut-être une pièce du puzzle que vous ne pouvez pas aller voir parce que vous n'êtes pas spécialisé. Et c'est là où nous, effectivement, kiné spécialisé, on va faire un examen endocavitaire, si c'est nécessaire. On a autre chose à faire que faire ça, hein. Si c'est pas nécessaire, moi je le fais pas. Et bien sûr, c'est avec consentement, etc. Mais c'est un petit peu la partie du puzzle que vous ne pouvez pas forcément voir. C'est l'état du périnée. Est-ce qu'il est hyperactif ? Est-ce qu'il est hypoactif plutôt ? Et du coup, en fonction des tableaux dans lesquels on se trouve, on va y avoir tout à fait un axe de rééducation différent. Et c'est pour ça que c'est très compliqué quand même d'amener le périnée aux personnes qui n'en font pas. Parce qu'il y a tellement de choses, et j'aimerais transmettre un peu tout. Mais il y a quand même des points qui vont être difficiles à aborder si on n'a pas accès à toutes les informations en endocavitaire. Voilà pour le tableau du prolapsus. Et puis avant qu'on passe au truc hypopressif, enfin la question de hypopressive, là j'entends les questions, etc. Mais je me dis, c'est peut-être pas aussi toujours évident. Alors ça, c'est une question de poser ça au premier rendez-vous, quoi, tu vois. Après, peut-être que quand tu as l'habitude et que voilà, mais je me dis, il faut alors essayer de passer ce step, de se dire, de ne pas avoir cette gêne, peut-être, je sais pas, c'est parfois des sujets, tu vois, un peu tabous peut-être, ça devrait pas l'être, mais... Non, je te rejoins. Franchement, je pense que tu as raison, parce que c'est pas facile.
quelqu'un qui consulte pour une épaule, je suis pas sûre que ce soit hyper pertinent d'aller poser ce genre de questions, tu vois ce que je veux dire ? La manière dont on l'a intégré donc avec la Ligue d'athlètes de la Réunion, et je suis trop contente, j'ai des collègues hommes qui sont déterminés, et du coup on a réussi à intégrer ces questions-là en screening, et du coup en préventif. Et du coup, je pense que dans ce cadre-là, sportif, avec les screenings de pré-saison, ça s'inscrit largement. Et il a été conçu pour ça, d'ailleurs, ce questionnaire. Et je sais que là, notre collègue à Dijon, on en a parlé, j'ai fait une petite version un peu maison du questionnaire en français. Et du coup, je sais qu'ils l'ont fait passer à leurs athlètes. Mais après, en systématique au cabinet, non, je suis d'accord avec toi. Ça reste une zone tabou. Et faut pas juste mettre du tabou sur le tabou, on tourne autour du pot et on n'en parle jamais. Mais parfois, dans des pathologies abdominales ou de hanches, ça vaut le coup de poser la question parce que tout le monde peut gagner du temps. Que ce soit toi en tant que thérapeute, la patiente, en disant « Désolée, je pose ça comme ça. On va pas y passer 4 heures, juste j'ai besoin de le savoir parce que ça va m'aider dans la rééducation. Est-ce que vous avez déjà eu des fuites urinaires quand vous rigolez, vous toussez, vous éternuez ?» Si la nana vous regarde, dit « Jamais. » Si vous dites « Ouais, ça m'arrive. » Ok, bon, pour le moment, on pose ça là. Peut-être que c'est pas là-dessus qu'on va aller directement. Mais à un moment donné, peut-être ça pourrait être intéressant. Déjà, ce serait bien d'aller voir avec une spécialisée, parce que c'est pas forcément normal que ça vous arrive. Et je voudrais pas que ça vous aggrave. Et en plus, ça pourrait avoir un lien avec la pathologie que je suis en train de traiter. Donc typiquement, abdos-hanches, tout ce qui va être voisin, copain, serait bien, ça peut être bien d'y penser en réflexe quand même. Ok. Voilà. Ouais, non. Ok. Et passons à... Hypopressif. L'hypopressif. Je sais pas si tu te rappelles de la question. Oui, je me rappelle de la question. Tu me dis. Tu veux qu'on la reformule pour le montage, peut-être ? Non, okay. T'inquiète. Alors, l'hypopressif. J'aime beaucoup comment tu as formulé la question, parce que je pense que ça a été une énorme avancée pour tous, la découverte de l'hypopressif, qui a été popularisée par Bernadette de Gasquet, et qui connaît effectivement plusieurs courants, dont je ne suis pas familière de tous. Je sais que Laureline Bucher, j'espère que je n'écorche pas son nom. Attends, je vais regarder. Pour être sûr. Laureline de Bucher, ouais, c'est bien ça. Elle donne une formation justement où elle explique toutes les gyms abdominales. Et du coup, je pense que si vous voulez vraiment être au taquet là-dessus, c'est cette formation-là qu'il faut faire. J'ai pas de conflit d'intérêt, je ne sais jamais croisé, c'est juste que c'est typiquement ce dont elle parle. Déjà, quand on parle d'hypopressif, de quoi on parle ? Si on imagine que la pression intra-abdominale dont je vous ai parlé juste avant, au niveau du périnée, quand elle est trop importante et que le périnée n'arrive pas à la gérer, il y a des fuites. Donc la philosophie, c'est que si on module cette pression et qu'on va plutôt vers des choses hypopressives, potentiellement, le périnée pourrait être un petit peu plus, déjà être moins challengé, typiquement, vu qu'il y a moins de pression intra-abdominale au-dessus. Et en plus, la théorie, ce serait que ce type de gym activerait le corps dont je vous ai parlé juste avant, CORE, le muscle profond du corps. Donc, vraiment, l'hypopressif, ça va être une pression inférieure à la norme. La norme, ce serait là, on est en train d'échanger, Augustin et moi, on est en train de parler. Ni lui ni moi avons le nombril qui est plaqué à la colonne avec peu d'air dans nos poumons. Tu sais pas, hein ? Je sais pas. T'es en train là ? Non, ça va. Mais c'est vrai que ça pourrait, mais quand même, typiquement, dans des efforts de la vie courante, c'est peu courant qu'on se retrouve en situation d'hypopressif. Et à l'extrême, on va avoir tout ce qui est hyperpressif, avec justement les manœuvres de Valsalva, qui sont décrites de plein de manières, mais aussi le bracing abdominal qu'on va retrouver dans les sports comme le crossfit, l'haltérophilie, le power. Et donc dans ce continuum de pression, je vous ai dit que le périnée, il y a des fuites quand l'hyperpression n'était pas gérée. Même pas d'hyperpression, quand la pression abdominale n'est pas gérée. Donc effectivement, quand on fait de l'hypopressif, par essence, il y a déjà moins de challenge pour le périnée de développer une force de fermeture qui est typique. Et quand on parle d'hypopressif, on a la manœuvre du draw-in, typiquement. Donc rentrer son nombril proche de l'abdomen, qui est connue pour recruter davantage le transverse. Et typiquement, effectivement, une des consignes qui a été beaucoup donnée, c'est que lorsqu'on fait des abdominaux, il faudrait effectivement que l'on associe cette manœuvre de draw-in pour activer en plus les muscles profonds. Moi, je dis oui. Sur une planche, carrément, pourquoi pas ? Parce que la plupart des gens n'arrivent déjà pas forcément bien à dissocier leur cavité abdominale. Donc pour moi, le concept n'est pas obsolète. Toutefois, l'hypopressif, c'est l'hypopressif. Et les gyms hypopressives, c'est pour la gym hypopressive. C'est-à-dire que si tu fais du pilate et que ça te fait envie, fais-le. Et parce que typiquement, le pilate fait partie des gymnastiques et des sports qui vont effectivement beaucoup donner de notions à ce niveau-là. Toutefois, l'hypopressif,
dans les sports que je vous ai cités qui par essence seront une augmentation de la pression intra-abdominale, est-ce que la rééducation en hypopressif seulement de ces sports-là est adaptée ? J'ai un petit doute. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Ouais. Mais typiquement, c'est une méthode de gym, c'est aussi une méthode de rééducation. Je vous ai parlé de post-accouchement des femmes qui, pour la première fois, découvraient leur périnée. Autant vous dire que c'est pas typiquement des personnes à qui on va demander des challenges extrêmes dans des sports autres de conscientisation du périnée. C'est pas possible. Déjà, c'est un muscle automatique. Donc en fait, on devrait même pas s'en soucier. Il devrait faire son taf sans même qu'on lui demande, typiquement. Okay. Parce que sa topologie musculaire, elle est plutôt avec des fibres de type lent à contraction réflexe. Et du coup, tu devrais même pas te poser la question de contracter pendant que tu fais ton sport. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, c'est pas forcément productif par rapport à l'effort que tu es en train de faire. Donc, comme moyen de rééducation, moi, je l'utilise personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'à certaines étapes, c'est hyper utile. Et que la personne, elle vient de tellement loin en termes de corticalisation de ce muscle. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de l'homonculus cérébral. Ouh, ça remonte, ça. Ouais, ça remonte. C'est les cours d'école de kiné. Allez, vas-y, je te laisse le définir. Ah non, je sais même plus. Non, attends, c'est la représentation. Oui. Attends, je vais essayer de dire un truc clair. C'est pas la représentation corticale de chaque partie du corps. C'est ça. Je sais pas si ouais. Et comme quoi, la main est très représentée. Exactement. C'est en train de me revenir là, tu vois, j'ai un schéma qui me revient en tête. Exactement. Et en plus, ce schéma il est trop bizarre parce que la tête est énorme, la main est énorme, le dos, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il est assez... Enfin, je sais pas si c'est une représentation officielle, mais en tout cas, c'est un dessin qu'on normalement on a vu en cours. Le périnée, typiquement sur l'homonculus cérébral, la plupart des gens, ils n'ont même pas le livre en dispo dans la bibliothèque pour aller contracter le muscle, quoi. Soit certains n'ont pas le chemin pour y aller, c'est-à-dire qu'ils savent que ça existait, mais ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas contracté qu'en fait, il n'y a rien dans l'homonculus. L'homonculus, si c'est une bibliothèque, le livre périnée, chez certaines personnes, il est clairement manquant. On découvre en rééducation ensemble qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, où c'est. Et typiquement, chez les femmes, c'est souvent le cas. Parce que du coup, il n'y a pas forcément un moment dans ta vie où on t'explique ce que c'est, quoi. Chez les hommes, il y a certaines études qui montrent que les hommes auraient une meilleure corticalisation, en particulier parce que pour arrêter le jet d'urine, potentiellement, c'est une contraction du périnée qui peut être apprise quand on est enfant. Et donc, voilà, ça pourrait associer une meilleure corticalisation. Autre chose aussi, c'est que chez les hommes, alors tous les hommes que je connais en tout cas, savent à quoi ressemble leur sexe. Je connais personne qui ne connaît pas ça, déjà parce qu'il est visible concernant. Mais du coup, chez les femmes, c'est assez rare finalement d'avoir déjà eu un miroir ou la curiosité de savoir à quoi ça ressemble. Donc tout ça n'aide absolument pas à la représentation corticale de cette zone. Et donc, tu vois, c'est des choses comme ça aussi où, au bout d'un moment, si on veut que ce soit acquis, il faut déjà, avant toute chose, est-ce que localement et de manière très isolée, tu es capable de contracter ces muscles ? Et ensuite, on va l'intégrer sur des choses très simples. Et oui, moi, typiquement, je fais aussi partie des kinés qui rééduquent des périnées sur table, parce qu'avant d'aller dans le chaos du monde entier et se mettre sur ses pieds, on va déjà être sûr que dans un environnement safe et isolé, tout se passe bien. Parce que du coup, c'est des niveaux de corticalisation qui sont vraiment, vraiment importants. Et donc, l'hypopressif, très intéressant pour justement vérifier qu'il y ait bien un réflexe acquis entre le transverse, la contraction du transverse quand on fait le drawing, et la contraction du périnée. Et typiquement, ce qui se passe dans nos chambres de périnée, dans nos salles de périnée quand on rééduque des patientes, c'est qu'on s'assure que ce réflexe-là, il est acquis avant de les renvoyer dans le vrai monde, entre guillemets, à faire du sport, etc. Parce que sans ce réflexe-là, c'est-à-dire qu'on contracte son transverse de l'abdomen, le périnée vient automatiquement avec lui. Si la personne n'a pas ce réflexe, on pourra lui dire autant que tu veux, engage ton transverse, etc., etc. Il va rien se passer. Et donc l'hypopressif est très utile pour ça. Parce que typiquement, c'est quand même des exercices qui sont conçus pour ça. Je connais vraiment pas toutes les méthodes. Je sais que dans certains types de yoga, on parle de Mula Bandha, donc on va vraiment demander une contraction consciente aussi du périnée avec justement ces manœuvres de drawing abdominal pour recruter le transverse. Je sais qu'il y a l'hypofitness, ça doit être Estelle Kiné sur Instagram, je connais pas son nom de famille, qui a conçu ça. Il y a Cofriez qui a fait énormément avec des souffleurs aussi. De Gasquet qui a clairement aussi fait du bien, et à la fois on est peut-être allé un peu trop loin parce que faire des sit-ups c'est pas grave, et tu vois, c'est au bout d'un moment on peut aussi
avoir un petit peu d'hyperpression abdominale, c'est pas grave en fait. Tu vois, il y a aussi un extrême qui est en train de se faire, c'est-à-dire des patientes qui sont tout le temps toutes droites, donc, et qui en plus ont tout le temps le nombril rentré, parce que déjà, elles veulent pas esthétiquement avoir un ventre qui sort, et de deux, on leur a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Mais du coup, elles ont des périnées qui sont même plus capables de bouger, parce que justement, on est tout le temps avec une contraction permanente du transverse. Donc à chaque fois, c'est très individuel et ça dépend vraiment de ce qui se joue avec l'individu en face de nous. Je suis absolument pas contre l'hypopressif, juste, je crois qu'on ne va pas dans la bonne direction si on demande de faire des squats en hypopressif. Surtout quand c'est lourd. C'est tout sauf productif. Ok, parce qu'au final, c'est vrai que moi j'avais pas mal entendu à un moment qu'il fallait vraiment éviter de faire des crunchs, etc., pour la santé pelvienne, etc., enfin, du plancher pelvien, comme quoi ça favoriserait la survenue d'incontinence. Enfin, en fait, tout dépend comment tu répartis ou comment tu arrives à engager. Si tu as 0 transverse quand tu fais des crunchs, oui, effectivement, c'est pas spécialement une bonne idée de le faire. Il y a d'autres étapes avant de partir sur les crunchs pour te remettre. Mais je pense qu'on est allé un petit peu trop loin avec cette un peu comme, tu sais ce que je te disais pour la recherche sur les femmes, on a tellement dit qu'on était différentes que plus personne veut faire d'études, veut inclure de femmes. Tu vois, là, je pense que c'est Marion Rablan qui dit ça à sa formation et j'aime bien. L'hyperpression, c'est pas le cancer du périnée non plus, en fait. Donc, des fois, si tu fais du crossfit, tu fais quoi quand il y a un WOD avec des sit-ups, tu dis non, pardon, je fais pas. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça dépend aussi et tout dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que si tu es capable d'engager ton transverse, tes sit-ups, ils se passent complètement différemment. Si tu fais 0 effort et que tu as un espèce de dôme abdominal en permanence, c'est-à-dire que tes grands droits se contractent sans qu'il y ait aucune action de ton transverse, oui, là, on va pas être d'accord. Il se passe des choses en comment ta pression intra-abdominale est répartie, qui fait que ton périnée va pas être cotant. Donc ça dépend vraiment de comment c'est fait à chaque fois. Et donc c'est pas un problème d'exercice, c'est un problème d'exécution. Ok, et de la personne qui le fait aussi. Exactement, et de ses besoins, de son sport, d'où elle vient... qu'est-ce qui se passe quand tu as une césarienne, c'est pas du tout le même scénario que quand tu as une diastase des grands droits de l'abdomen, donc quand les grands droits s'écartent pendant la grossesse, typiquement, ça arrive aussi dans d'autres sports comme le bodybuilding. En fait, c'est très individuel. Je pense juste qu'il faut pas sursimplifier le message, et je suis quelqu'un qui amène beaucoup de nuances. Je suis désolée, ça fait des podcasts de 2h30, ça fait des formations à rallonge, etc. Mais pour moi, il faut pas diaboliser non plus à ce point-là. T'as envie de faire des sit-ups, est-ce que tu les fais bien ? Ouais, fais des sit-ups, c'est ok. Mais ça dépend comment c'est fait, ça dépend d'où tu viens. Est-ce que tu les fais avec tes fléchisseurs de hanches ? Est-ce que tu les fais vraiment avec tes abdos ? Est-ce que tu es capable d'engager ton transverse ou pas ? Il y a des personnes, je passe littéralement 8 séances à juste leur faire sentir le transverse. Il y a des fois, elles sentent toujours pas. Elles le font bien, mais elles n'arrivent pas à sentir. Et des fois, elles disent « Ah, c'est bon, je l'ai enfin senti !» alors qu'elles faisaient exactement la même chose. Donc, quand on repense un peu à l'homunculus cérébrale et un petit peu justement à ses perceptions corporelles, tu te rends compte que c'est un long chemin aussi, des fois pour celui qui fait, parce qu'il va pas forcément sentir, pas être capable d'activer au bon moment ses bons muscles, et si en plus c'est une zone qui a été un peu négligée tout au long de sa vie ou en fonction des sports qui a été pratiqué, ça peut être compliqué. Mais je trouve qu'il faut pas diaboliser un type d'exercice, et que effectivement, je vais être un peu crue envers ces méthodes, un peu cash, mais c'est pas très physiologique ni la vraie vie, l'hypopressif. D'avoir vraiment le stomach vacuum, je suis désolée, mais c'est absolument pas quelque chose que l'on fait dans un sport. Ça a des bienfaits pour effectivement un massage abdominal, potentiellement, viscéral, etc. C'est une pause en bodybuilding. Donc à ce titre, c'est peut-être nécessaire de l'entraîner, mais sinon, si tu veux faire des abdos en faisant que du stomach vacuum, il y a un petit problème. C'est-à-dire que moi, je serais pas en confiance de te mettre sous une barre à 80% de ton RM. Je suis pas certaine, si tu fais un stomach vacuum, que ça te permette d'avoir la compétence abdominale d'un bon bracing pour réaliser la barre que tu vas faire. Donc, tout est question de contexte. Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus que 1h30, 2h, 2h30 parfois, on a décidé de les scinder en 2 parties. Simplement, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère, et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement, c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais
t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui... Quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao.